Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver cette semaine dans nos éditions de 20h. Voici les titres de ce lundi 14 juin. Réconciliation nationale au Burkina Faso, le processus suit son cours. Les autorités décentralisées et déconcentrées de la région du centre ont été approchées par le ministère indiqué afin de prendre en compte tous les points pour une réconciliation réussie. Le pape Benoît XVI a immortalisé au Burkina Faso par le baptême de la rue 54-160 portant désormais son nom. Une requête du nonce apostolique a répondu favorablement par la municipalité de Ouagadougou. Et puis, nous commençons avec le ministère en charge de la réconciliation nationale qui a organisé ce 14 juin un atelier à l'endroit des autorités décentralisées et déconcentrées de la région du centre. Un cadre de renforcement de capacité de ces acteurs sur la question de la réconciliation nationale. Cet atelier est une étape dans la série de rencontres avec les autorités locales en vue de préparer les rencontres communales sur la réconciliation nationale. Abdoulrahim Magnéni. C'est la dernière étape de la série de rencontres entre le ministre en charge de la réconciliation nationale et les autorités décentralisées et déconcentrées. Le ministre a rencontré les autorités locales de la région du centre, l'objectif étant de préparer le Forum national sur la réconciliation nationale. Ainsi, chaque commune devra tenir une rencontre afin de recenser les problèmes de réconciliation et apporter ainsi sa contribution à la rédaction de la stratégie nationale de la réconciliation. Et l'une des étapes, c'est qu'au niveau de chaque commune du Burkina Faso, il y ait donc une concertation communale pour discuter de la question de la réconciliation, pour s'approprier la vision du président du Faso, pour connaître la feuille de route et aussi pour recenser les problèmes de réconciliation qui sont au niveau de cette commune-là. Mais pour que justement cette concertation puisse avoir lieu, il y a un certain nombre d'acteurs avec lesquels nous devons travailler. C'est qui? Ce sont les gouverneurs, ce sont les hauts commissaires, ce sont les maires, ce sont les préfets, les présidents de conseils régionaux. Pour Zéphirin Diabré, les rencontres sur la réconciliation nationale dans toutes les communes du Burkina Faso répondent au besoin d'associer tous les Burkinabés à l'élaboration de la stratégie afin que tous les dossiers de réconciliation soient pris en compte au Forum national sur la réconciliation. Le ministre est là et a été chargé par le président du Faso d'écrire les référentiels de la réconciliation, c'est-à-dire les différentes stratégies de la réconciliation. Et elles sont au nombre de 4 et vont se traduire bien entendu par 4 documents essentiels qui sont la stratégie nationale de réconciliation, la stratégie nationale de cohésion sociale, la stratégie nationale de la prévention de la radicalisation et de lutte contre l'extrémisme violent. Parce qu'il y a sous-jacent là-bas une question de réconciliation. Et enfin, le pacte du vivre ensemble, c'est-à-dire le nouvel accord que nous allons signer entre Burkinabés pour cheminer ensemble pour le futur. Dans la rédaction de ces documents-là, nécessairement, il faut avoir une vision participative. Sinon, on laisse de côté des intelligences et des engagements qui peuvent apporter beaucoup. Cette rencontre de Ouagadougou a permis de renforcer la capacité de ces autorités locales sur le processus de l'élaboration de la stratégie nationale de la réconciliation. Il s'est agi aussi de partager avec ces acteurs la vision du président du Faso et du gouvernement sur la réconciliation nationale. Le mouvement du peuple pour le progrès, MPP, tiendra son congrès les 24, 25 et 26 septembre prochains à Ouagadougou en vue de préparer cette rencontre d'envergure nationale. Le bureau politique national s'est réuni ce 12 juin à Ouagadougou pour adopter les documents qui seront présentés à ce congrès extraordinaire. Abdoulrahim Magnéni. Cette session du bureau politique national du mouvement du peuple pour le progrès MPP a permis d'adopter à l'unanimité 4 documents essentiels qui vont être soumis au prochain congrès du parti. Il s'agit des rapports sur la consolidation du parti, la réélecture du statut et règlement et aussi la réélecture du programme du parti et le rapport moral. Nous avons également présenté le rapport sur le thème qui porte essentiellement sur comment nous allons
consolider les assises de notre parti, rendant plus résilient, plus conquérant. Vous vous rappellerez que c'est en 2014, lorsque nous fondions donc le parti, que nous avons écrit notre programme. Et après 6 ans, nous avons tenu à revisiter ce programme-là, qui est resté fondamentalement celui-là que nous avions conçu en 2014 et qui est fondé sur notre vision et notre ligne politique et idéologique social-démocrate. C'est ça qui a été réaffirmé. Donc ce document également a été adopté. Cette rencontre a également permis aux partis au pouvoir d'échanger sur l'actualité nationale, principalement sur la crise sécuritaire. Le parti dit apporter son soutien au gouvernement et aux forces de défense et de sécurité. Il souhaite que des victoires soient engrangées dans la lutte contre les forces du mal. Nous avons demandé à notre gouvernement de faire en sorte qu'une réponse adéquate et vigoureuse soit donnée en réplique à cette ignominie qui nous a été servie par ces terroristes, les sans foi ni loi. Et nous avons demandé une réaction vigoureuse. Et nous sommes sûrs que la cause sera entendue. La session a retenu les 24, 25 et 26 septembre 2021 pour la tenue du 2e congrès extraordinaire du parti, un congrès qui permettra de renouveler la direction politique nationale du parti, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, MPP. Angel Losada, représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel, a été fait chevalier de l'ordre de l'Étalon. Appelé à d'autres fonctions, l'homme a été reçu hier par le ministre burkinabé des Affaires étrangères. Angel Losada a eu droit à toute la reconnaissance de la nation burkinabé pour le travail accompli aux côtés de la force conjointe à G5 Sahel. Abdoulaye Manieni. Angel Losada reçoit ainsi la reconnaissance du Burkina Faso après 5 années de service au profit du Sahel en tant que représentant spécial de l'Union européenne. Il a été élevé au rang d'officier de l'ordre de l'Étalon, une manière d'exprimer sa gratitude à l'homme, mais aussi à l'Union européenne, premier partenaire des pays du Sahel dans le cadre de la force conjointe. L'Union européenne a été le premier partenaire à donner de la légitimité au G5 Sahel et à sa force conjointe. Et nous ne pouvons pas oublier donc ces efforts-là qui ont été faits par celui qui était donc la passerelle entre nous et cette grande institution, à savoir notre cher ami Angel Losada, qui connaît bien le Sahel, qui était à nos côtés, qui n'a jamais raté une occasion pour être là avec nous. Pour Angel Losada, la contribution de l'Union européenne est importante dans la lutte contre les groupes armés dans la zone sahélienne. Il a réaffirmé l'engagement de son institution à soutenir la force conjointe du G5 Sahel dans la lutte contre le terrorisme. Souvent, il y a une question qui se pose. La situation s'est dégradée. Est-ce que nous avons fait ce qu'il fallait faire? Je crois qu'il faut toujours essayer de faire mieux, mais si nous n'avions rien fait, les choses seraient encore pires, sans aucun doute. La situation est difficile aujourd'hui. Nous sommes à une croisée de chemin. Et s'il y a quelque chose, ou s'il y a quelque chose que vraiment on trouve au Sahel, c'est cette résilience énorme de la population, car vous êtes soumis à une pression énorme. Et dans cette direction, je peux vous assurer que l'Union européenne est à vos côtés dans tous les sens. Angel Losada dit recevoir cette distinction avec plein de joie et d'humilité et a traduit ses remerciements au président du Faso pour cette décoration. Il dit être convaincu que les efforts de la force du G5 Sahel avec l'appui de l'Union européenne porteront fruit pour un Sahel plus apaisé. Nous passons à l'immobilier. Les populations du quartier non loti de Kalsan dans la commune rurale de Saba restent insatisfaites et mécontentes quant au processus d'attribution des parcelles. Le 30 mai dernier, une assemblée générale était et une solution semblait avoir été trouvée. Ce matin encore, une autre assemblée générale s'est tenue pour dénoncer la manière dont le dossier est géré. Plus de 1500 personnes n'ont toujours pas de parcelles et la zone choisie pour reloger les habitants est non viabilisée selon les habitants du quartier. Michael Tougri.
Cette fois-ci, une autre coalition de la population refuse les conditions de la commission de recasement, une commission dont la légalité est remise en cause et qui ne prend pas en compte l'intérêt des populations. Pour les habitants de ce non-loti, plusieurs irrégularités ont été enregistrées dans le processus de gestion du dossier du non-loti de Calcin. On s'est rendu compte qu'il y a des gens qui ne vivent même pas dans la zone, qui ne savent même pas, ils ont entendu seulement parler de parcelles, ils ont payé des numéros. Il y a des gens qui ont été témoins que des numéros ont été retirés, des lots, aller vendre ailleurs, revenir encore les insérer. Il y a quelques représentants d'associations qui partent signer comment est-ce qu'on appelle un protocole d'accord avec la mairie et la Sonature sans que la population ne soit informée de quoi que ce soit et ils prennent engagement de dégarpir les gens le plus rapidement possible sans qu'on ne comprenne, mais on va nous dégager le rapidement possible. C'est où est-ce qu'on va même? Tour à tour, les responsables des populations prennent la parole et s'opposent à ce qu'ils qualifient d'un passage en force de la mairie de Samba. Ils rejettent les 150 mètres carrés proposés aux populations et seulement moins de 2000 auront droit à ces parcelles sur un total de plus de 3500 habitants recensés dans cette zone non lotie. On est sorti pour dénoncer que le maire, notre responsable communal, qu'il revient à la raison de comprendre que ceux qui vivent ici, là, c'est des personnes. Lui-même, le maire a dit que personne ne bouge sans un consensus au préalable. Le maire nous disait que c'était 3304. Mais moi, devant ma porte, c'est 3400. C'est 3465. Donc, ça veut dire que ma maison est la 3465e maison. Pour cette population visiblement remontée, pas question de bouger de cette zone, une propriété, dit-on, de la Sonature. À en croire les manifestants, tous les habitants doivent bénéficier d'une parcelle et la zone choisie pour les reloger doit être viabilisée et dotée d'infrastructures sociales de base. Le site est situé à 5 km de Samba et à 12 km de Ouagadougou. Qui peut chaque matin prendre son enfant, parcourir 5 km, venir le laisser à l'école à Samba et faire ça? On ne peut pas, ce n'est pas possible. Donc nous demandons le minimum. Une fois qu'ils auraient donné 300 mètres carrés ou 200 mètres carrés à chacun, qu'ils essaient maintenant de dévancer les services sociaux là-bas. Ce n'est pas les habitants qui vont aller attendre, mais c'est les services sociaux qui vont dévancer les habitants là-bas. Et en ce moment, nous, on peut suivre, sans quoi on préfère rester ici. Très remonté contre l'exécutif communal de Samba, les populations de cette zone non lotie en appellent à l'intervention du ministre en charge de l'habitat afin de trouver une solution durable à cette crise foncière de Calcin. Aujourd'hui, 14 juin, est commémorée la journée mondiale du donneur de sang. Une occasion pour le Centre national de transfusion sanguine de renforcer le plaidoyer afin d'accroître le nombre de donneurs. Voyez par vous-même, le Burkina Faso produit environ 5000 poches par an pour un besoin annuel estimé à 200 000. Des chiffres rappelés hier, 13 juin, par la directrice du centre, Alice Koumaré. Elle était l'invitée du journal du dimanche soir de Geoffroy Vaha. Nous vous proposons un extrait de son passage. Le premier niveau, c'est que, essentiellement, nous n'arrivons pas à avoir suffisamment de donneurs de sang. Donc, je suis tenté même de poser la question à vous, les journalistes, qui êtes, est-ce que vous donnez votre sang? Parce que le Burkinabé n'a pas, en tout cas dans son agenda, de se lever volontairement et aller donner le sang tant qu'il n'y a pas une activité derrière. Donc, c'est ça qui bloque. Il nous faut de plus en plus que les Burkinabés adhèrent volontairement au don de sang. Ça, c'est la première question, le manque de donneurs. Maintenant, la deuxième question qui est vraiment cruciale, c'est la question des ressources, les ressources financières. C'est vrai que les produits sanguins sont donnés gratuitement, mais ça nécessite énormément de moyens pour les produire. À titre d'exemple, pour 2021, la subvention que nous avons reçue nous permet que de produire 100 000 poches de sang sur un besoin global de plus de 200 000 poches. D'accord. Donc vous voyez que il y a vraiment un réel gap. Et donc nous lançons d'ailleurs un appel à toutes les bonnes volontés qui peuvent accompagner le Centre national de transfusion sanguine à produire un certain nombre de quantités de poches. En tout cas, de bien vouloir se manifester parce que la situation est quand même assez critique. Et sur 200 000 poches dont le pays a besoin, nous n'arrivons à produire que à peine 100 000 poches par an. Voilà. Et pour vous donner une
grandeur d'esprit. Alors, l'OMS estime que pour pouvoir être autosuffisant en produits sanguins, dans un pays, il faut qu'entre 1% et 3% de cette population soit donneur de sang. Si nous considérons alors les 1%, pour une population qui tourne autour de 20 millions, un peu plus de 20 millions, vous voyez que nous sommes à 200 000 poches alors que nous arrivons à peine à produire, en fonction de la subvention que nous recevons, nous arrivons à peine à couvrir 50% des besoins. L'amour transcende à tout, dit-on. Hier, 13 juin, a été célébrée la journée mondiale de l'albinisme. Tree TV a fait le choix de s'intéresser à la vie du couple Fanin, dont l'épouse est atteinte de ce mal. Considérés comme des personnes différentes, les albinos n'ont pas toujours la vie facile. Mais malgré les regards et les préjugés, le couple Fanin a réussi à faire triompher son amour. Il a bien voulu s'ouvrir et nous dire son expérience au micro de Sonia Cocti. Soi-disant vieux, elle lui donne seulement 6 mois que lorsque nous allons nous marier, que je verrai la suite. Bon, ça fait déjà 23 ans, madame. Je suis encore heureux avec ma femme. 23 ans de bonheur donc, construit sur plusieurs tentatives de dissuasion. Durant toute cette période, il a fallu à ce monsieur rassurer sa femme afin qu'elle ne considère que son amour et non les jugements en rapport avec sa différence. C'était difficile, c'était très difficile, mais lui, il me disait toujours de lui regarder. Il ne faut pas que je vais écouter ce qu'il est dit à côté. Il me rassurait tous les jours que c'est lui qui veut de moi. Donc, de lui regarder. Moi-même, je ne partais pas dans sa famille. C'est lui-même qui m'obligeait à aller dans sa famille. Mais Dieu merci, au fur et à mesure que je vais là. Aujourd'hui, là, ça va très bien. Aujourd'hui, tu l'as accepté, mais est-ce que demain, tu pourras la supporter? C'est comme ça que les gens se posent comme question. Est-ce que demain, vous pourrez vivre ensemble? Mais aujourd'hui, elle est toute jeune. Quand elle va vieillir, ce ne sera pas comme ce que tu penses. Tout naturellement, nous tous, on va vieillir un jour. C'est moi qui vais supporter mon épouse. Et vraiment, je demande simplement votre bénédiction pour que le mariage se fasse. Et vous allez voir la suite. La suite a donné lieu à un mariage et 2 enfants, un adolescent et un tout petit de 3 ans. Ses parents de 44 et 42 ans estiment avoir trouvé l'un en l'autre le partenaire idéal, et ce, en dépit de la différence. Le sentiment d'avoir eu de la chance les plonge dans une certaine gratitude. Avant lui-même, je n'ai pas connu quelqu'un d'autre. Il est le premier, parce que moi-même, j'avais peur même de m'approcher des gens. Donc il m'a dit qu'il veut faire du sérieux avec moi, que ce n'est pas pour s'amuser. J'ai une grande chance d'aimer quelqu'un. Et cette personne aussi m'a aimé tel que je suis. Avant d'avoir cette chance, Aminata Fanin avait dû s'isoler depuis son jeune âge afin de se protéger des jugements. Par la suite, dans ses retranchements, elle a eu le soutien constant de son ami qui est devenu son mari et lui tient toujours la main pour affronter les situations difficiles. Souvent on dit, regarde là, j'ai peur. Les enfants, même surtout, il y a d'autres grandes personnes qui disent qu'ils ont peur de nous. Vous voyez ce genre de trucs. Or, moi, quand je me regarde, je me vois même chose, je vois la même chose que celui qui est en face de moi, quoi. Moi aussi, je n'ai même pas vu l'albinisme de ma femme parce que c'était une amie d'abord avant d'être une épouse. Et comme j'aime bien le dire, quand vous vivez avec le regard des autres, vous souffrez de votre vie. Mais quand vous vivez avec votre propre regard, vous êtes tranquille. Ma femme est comme une amie pour moi jusqu'à ce jour. On n'a pas de jugement à faire à son ami. On accepte son avis et tout le monde est tranquille dans la vie. L'albinisme dans la famille de Madame Fanin est en effet chose très commune car 4 autres de ses frères et sœurs sont touchés. Elle a rencontré son mari en Côte d'Ivoire en 1998. Quelques années après leur mariage en 2009, il se déplace au Burkina pour des raisons professionnelles. À travers son expérience, le couple Fanin réduit les jugements dus à la différence à rien et maintient que l'amour peut se trouver partout.
Le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, le professeur Stanislas Waro, a présidé la cérémonie officielle de célébration de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle ce jeudi 10 juin 2021 à Bobo-Dioulasso. 5e édition du genre, elle a été placée sous le thème « Appelons à l'action et à l'investissement dans une bonne santé hygiénique menstruelle dans la reprise post-pandémique » à Joseph Koudougou. C'est parti pour les activités marquant la célébration de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle à Bobo-Dioulasso. Une célébration présidée par le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion des langues nationales. Une occasion pour les participants à cette cérémonie de faire un plaidoyer pour faire de l'hygiène menstruelle une réalité. Dans notre école, nous avons constaté que la période des menstrues ou règles pose des problèmes importants aux filles et joue négativement sur leur scolarité. Pourquoi tant de silence sur les menstrues? Également, dans nos écoles, la situation des latrines reste lamentable. C'est pourquoi nous faisons le plaidoyer auprès de vous pour la création d'un espace approprié pour se protéger et ou se changer dans un endroit réservé et sécurisé où l'intimité est préservée. Un endroit où il est possible de nettoyer le sang des menstruations avec de l'eau et de se laver les mains avec du savon. Un endroit où il est possible d'éliminer les déchets de façon sûre, hygiénique et sans honte. Cette journée est placée sur le thème « Appelons à l'action et à l'investissement dans une bonne santé de l'hygiène menstruelle dans la reprise post-pandémique, tous ensemble ». Plus nous parlerons d'une seule et même voix, plus notre message sera fort et clair. Un message bien fort et clair selon le professeur Stanislas Waro. Nous avons les stratégies, nous avons les compétences, nous avons toute la vision pour promouvoir la gestion hygiénique des menstrues en milieu scolaire, mais nous avons besoin de ressources. Nous sommes dans une situation au Burkina Faso qui fait face donc à un certain nombre de défis, dont le plus difficile est le défi sécuritaire, qui réduit nos marges de manœuvre sur le plan budgétaire. Et c'est pour cela que j'ai profité au nom du gouvernement à lancer ce message fort et clair là, à l'accompagnement donc des partenaires techniques et financiers pour qu'ensemble nous puissions adresser un message à l'appel à la solidarité internationale. Dans cette lutte pour l'hygiène menstruelle, surtout en milieu scolaire, le ministère en charge de l'éducation nationale et de la promotion des langues nationales peut compter sur l'UNICEF. Et nous allons faire la génération des évidences pour voir quels sont les problèmes, quelle est l'étendue des problèmes, la magnitude des problèmes. Et ensuite, sur base des informations que nous allons trouver, nous allons donc proposer, sous le leadership du ministre, un plan d'investissement dans toutes les écoles pour améliorer les infrastructures d'eau potable et d'hygiène et de toilettes. Cette célébration s'étend sur une semaine avec au programme une série d'activités. 5e du genre, la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle, faut-il le rappeler, est célébrée cette année en léger différé. La date officielle de la commémoration au niveau mondial étant le 28 mai. Dorénavant, appelez la rue 54 à 160 à rue Papa Benoît XVI. Le 11 juin dernier, Armand Pierre Abewende, maire de la commune de Ouagadougou, a procédé au baptême de cette avenue. Mamidriana Kamabou et Abaka Mahamat vous proposent de découvrir un bout de cette cérémonie de baptême. La rue, autrefois appelée rue 54-160, qui va de l'avenue Norbert Zongo à l'ouest, du boulevard Muammar Kadhafi à l'est, est désormais appelée rue Pape Benoît XVI. C'est un geste qui vient faciliter les questions d'adresse à la population, comme explique le maire de la commune de Ouagadougou. Le baptême de cette rue cet après-midi honore un homme qui a beaucoup fait pour le Burkina Faso, parce qu'il a permis d'établir une relation diplomatique et forte entre le Burkina Faso et le Saint-Siège. Donc je pense que pour nous également, c'est une grande joie d'immortaliser un grand homme comme lui dans la ville de Ouagadougou et de donner cette rue à son nom. Tous ceux qui vont passer par ici, on va dire la rue Benoît XVI, du pape Benoît XVI. Et je pense que c'est une très bonne chose pour nous. L'emprunt du nom du pape Benoît XVI, selon Armand Pierre Abewende, est également une manière pour la capitale de montrer sa reconnaissance envers cet homme de Dieu qui a contribué au renforcement de certaines valeurs au sein du public burkinabé.
Et c'est à la demande de nonce apostolique qu'il a plu au conseil municipal d'affecter le nom de cette rue. Quand je suis arrivé au Burkina, j'ai trouvé que la rue était seulement en numéro, sans un nom. Alors je suis très content maintenant que nous avons une rue baptisée en ce grand pape. Et aussi pour reconnaître qu'il a fait, qu'il a érigé cette nonciature apostolique. Avant, était ici déjà 14 ans et je suis très content que la mairie, le maire et la commune, ils ont honoré à donner ce nom pour la rue. De l'espérance pour le monde, l'Afrique et plus particulièrement le Burkina Faso, le pape Benoît XVI, pour le maire de Ouagadougou, est un homme qui a toujours travaillé pour la paix entre les peuples, le dialogue interreligieux et pour la foi. L'Association pour le réveil culturel du Ganzourgou a initié une conférence sur le patrimoine culturel hier à Azorgo au profit des jeunes de la localité. Présentation et sauvegarde du patrimoine culturel, à quel intérêt pour la jeunesse? C'est le thème qui a fait l'objet d'échanges lors de cette rencontre placée sous le parrainage de Naba Sanem d'Azorgo et le coparrainage du directeur général du Fonds burkinabé de développement économique et social. Reportage de Sanata Siri. C'est avec beaucoup d'attention que les jeunes de Zorgo ont suivi les enseignements du conférencier sur le patrimoine culturel burkinabé. Cette initiative, qui est à mettre à l'actif de l'Association pour le réveil culturel du Ganzourgou, vise à informer et sensibiliser la jeunesse sur l'importance du patrimoine culturel. Plusieurs thèmes ont donc été abordés lors de cette conférence. Il s'agit entre autres de la gestion et la conservation du patrimoine culturel et l'environnement juridique sur la protection de ces patrimoines culturels au Burkina Faso. On a senti que la jeunesse s'intéressait moins. Parce que dans nos livres de choses d'école et tout, on parle moins de nos patrimoines. Dans notre quotidien, on parle moins de notre patrimoine. Et donc la jeunesse, on ne peut pas l'accuser qu'elle néglige parce qu'ils ne connaissent pas. Donc on avait trouvé que pour qu'ils puissent vraiment promouvoir ce patrimoine-là, c'était judicieux d'initier une telle rencontre afin de les présenter d'abord ce que nous avons comme patrimoine et peut-être de tirer leur attention pour la sauvegarde et peut-être la promotion de ce patrimoine par cette jeunesse-là. L'initiative a été appréciée par le directeur général du Fonds burkinabé de développement économique et social, coparrain de la conférence. Pour lui, ce cadre de réflexion va contribuer à la sauvegarde des valeurs culturelles du pays. Je me suis associé à cet événement parce que nous pensons qu'aujourd'hui, ce qui constitue le problème de la jeunesse, c'est la transmission des savoirs culturels. Et cet événement est destiné justement à enseigner la culture aux jeunes et aux élèves que vous avez vus, qui étaient très mobilisés. Donc nous estimons qu'il était normal que nous nous associons à cet événement. Aujourd'hui, ce qui constitue, comme je l'ai dit, la perte des valeurs de nos jeunes aujourd'hui, c'est la non-sauvegarde de certains patrimoines culturels. Selon les participants, qui sont notamment des élèves, c'était l'occasion pour eux d'avoir des notions sur leurs origines et d'appréhender l'importance de la sauvegarde des valeurs culturelles. Vraiment, je l'apprécie beaucoup vu que il veut un peu impliquer la jeunesse dans la culture, ce qu'on ne voit pas vraiment au pays. Donc c'est vraiment une très bonne initiative de faire cela. J'ai retenu que la culture est très importante pour nous et qu'il faut plus la valoriser et puis essayer de l'impliquer plus dans notre vie et dans notre cursus scolaire aussi. Cette initiative, je l'apprécie puisque c'est une initiative qui peut nous permettre de ne pas oublier notre culture. Parce que si on a tendance à voir, on voit que nous les Africains, on ne fait qu'importer ceux de l'extérieur. Mais c'est une bonne initiative pour nous, élèves, les jeunes, pour prendre cette mesure en compte, pour ne pas essayer d'oublier notre culture. Cette conférence a réuni plus d'une centaine de jeunes à l'espace culturel Naba Boulga des Zorgo. Elle a été marquée par des prestations artistiques de plusieurs troupes traditionnelles de la localité. Une visite du palais de Naba Sanem des Zorgo a mis fin à la cérémonie.
Sport à présent, la deuxième édition de la Coupe de la Fraternité du président de l'Union régionale des supporters des étalons du Centre-Nord a connu son dénouement ce samedi à Kaya. Débuté depuis janvier dernier avec 6 équipes, ce sont les formations de l'hôtel Zama et Nongdo FC qui sont arrivées en finale avec une victoire de Nongdo FC après les tirs au but. Yacinthe Assawadougou. C'est une finale très bien enlevée qui a été offerte aux amoureux du ballon rond ce samedi 12 juin 2021 dans le stade municipal de Kaya. L'équipe de l'hôtel ZAM en maillot vert était opposée à celle de Nongdo FC en rouge et blanc. Après une première partie pauvre en but, les deux équipes se réveillent en seconde mi-temps. L'équipe de Nongdo FC met la pression et trouve le chemin des filets. Le réveil de l'équipe de l'hôtel ZAM ne s'est pas fait attendre. Elle parvient même à égaliser juste avant le coup du sifflet final. C'est après la séance des tirs au but que Nongdo FC inscrit son nom sur le palmarès de la Coupe de la Fraternité du président de l'Union régionale des supporters des étalons. On va d'abord féliciter notre coach, remercier pour tout le travail qu'il a abattu pour nous. Aussi remercier les organisateurs, que Dieu les aide dans leur lancée, afin qu'ils puissent faire évoluer le football du San-Martin. On a ramassé autant de trophées, on a 4 coupes du maire, 4 coupes du maire, consécutifs aussi. Le parrain à cette édition, Louis, est satisfait de la qualité du jeu des deux équipes. Il s'est dit prêt à accompagner encore les prochaines éditions. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup de football. C'est tout avec les jeunes footballeurs. Il faut qu'on n'a qu'à les soutenir pour qu'ils puissent aller en avant. Je suis très content avec les deux équipes. En tout cas, ils ont fait bon match. Donc, je remercie à tout le monde. Si Dieu nous donne bonne santé, même l'année prochaine, on va toujours faire plus que ça. Voilà. Le maire de la commune de Kaya, co-parrain de la présente édition, a lui salué la tenue de cette deuxième édition. Pour lui, cette mobilisation de la population montre que la ville de Kaya reste toujours vivable malgré le contexte sécuritaire difficile. Nous avons vu quand même qu'il y a une grande mobilisation de la jeunesse de Kaya autour de cette finale, ce qui témoigne que réellement la commune de Kaya vit, la jeunesse vit et le sport est développé dans la commune de Kaya. Et nous savons qu'actuellement notre commune, la province traverse des situations difficiles et c'est à travers le sport que nous allons cultiver cette solidarité autour des événements vécus. C'est à travers le sport que nous allons cultiver la cohésion sociale, le vivre ensemble entre les jeunes de la population de Kaya et la population déplacée arrivée à Kaya. Nous voyons que dans les deux équipes, il y a des déplacés internes qui sont intégrés l'équipe. Donc c'est le lieu pour moi de saluer cette fraternité qui existe entre les équipes en compétition au niveau de la commune de Kaya lors de cette deuxième édition. Pour les promoteurs de la Coupe, c'est un pari réussi. Ils comptent dans les éditions à venir donner à ce tournoi une envergure régionale. Nous sommes très contents ce soir. Vous avez vu la mobilisation de la population. Vraiment, c'est une réussite. Dans l'édition à venir, nous allons inclure d'autres disciplines. Nous allons aussi faire en sorte que toute la région participe à cette compétition, c'est-à-dire Boulsa, Kongossi et bien sûr Kaya. Rappelons que l'équipe de Nongdo FC, vainqueur de cette finale, empoche la somme de 115 000 francs CFA, un jeu de maillot, 2 ballons plus le trophée. Quant à celle de l'hôtel ZAM, elle remporte la somme de 105 000 francs CFA, un jeu de maillot plus 2 ballons. À noter également qu'au-delà du football, d'autres disciplines telles que la pétanque, le karaté-do et les jeux de société étaient également au rendez-vous. Et nous restons dans le sport pour refermer ce journal. Je vous propose de retrouver Assami Touré pour savoir de quoi il sera question ce soir dans son magazine Sport 3. Bonsoir Assami. Bonsoir Cynthia, bonsoir à tout le monde. Merci de nous soulager Assami. Il nous tarde de savoir de quoi vous parlerez, vous et vos décodeurs, dans quelques minutes. Alors Cynthia, ce soir on va démarrer avec du football, avec cette défaite des étalons du Burkina Faso, Lyon 2, l'Atlas du Maroc. Voilà un match que les étalons ont perdu 1-0. C'était la deuxième sortie des étalons pour ces matchs amicaux. Donc
donc les étalons qui font 2 sorties, 2 défaites. On en parlera dans cette émission, une analyse générale de cette sortie de Kamou Malo. On parlera également de rugby avec la qualification des étalons rugby pour le prochain tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Paris 2023. On en parlera dans cette émission bien sûr. Et aussi le face-au-foot avec un match en retard, Salitas AS Douane, où l'AS Douane en tout cas a pris le dessus sur cette équipe. Et on terminera avec de l'héros, surtout avec cette on va dire mauvaise nouvelle qui en tout cas allait entacher l'héros 2021 avec ce joueur Christian Eriksen qui s'est écroulé sur le terrain. Fort heureusement ce joueur c'est bien sorti, il est toujours en forme, donc on en parlera dans cette émission, Cynthia. D'accord. Bassam Touré, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle émission à vous et à vos invités décodeurs. Merci Cynthia. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce 20h. Je vous retrouve demain, même heure, c'est-à-dire à 20h. Bonne suite à nos programmes sur nos antennes. Bonsoir.